Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. En marge du sommet de la TICAD 7, le président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed. Et également durant cette TICAD, le numéro 1 djiboutien a visité l'exposition Exhibition. Et dans l'actualité internationale, plus de 10 000 feux recensés en 48 heures au Congo et en Angola. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a en marge du sommet de la TICAD rencontré le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Une rencontre donc qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle. Et donc la coopération bilatérale, l'intégration régionale ont été donc au centre des discussions. Les deux dirigeants ont saisi l'occasion pour s'entretenir également de plusieurs sujets. Le président Guelleh et le Premier ministre Abiy ont soulevé donc les voies et moyens susceptibles de renforcer donc les relations entre les deux pays. Et en cette troisième journée de la TICAD, journée également qui a vu la clôture de ce sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a visité les stands de l'Exhibition Foire. Cette exhibition donc a été un moment fort où les différents pays africains et les entreprises japonaises ont présenté leurs produits, technologies et services. Une visite où le chef de l'État a vu de près les dernières technologies que proposait le marché japonais. Le président a visité également le stand de Djibouti. Ce stand présentait les opportunités d'investissement à Djibouti, mais aussi ses atouts, en d'autres termes, un éclairage nouveau sur les actifs et les potentialités que notre pays peut offrir à la fois pour lui-même, mais aussi pour le reste du monde. Cette visite du président Guelleh s'est terminée avec une photo de famille avec les responsables de cette foire. Rappelons donc que cette foire était complémentaire donc avec le salon des affaires qui a été également organisé en marge de ce sommet de la TICAD. Ce forum donc invitait les hommes d'affaires et les chefs d'entreprise d'Afrique à partager les possibilités et la vision de faire des affaires en Afrique. C'est dans ce cadre que le président des autorités des ports, Boubacar Omar Hadi, dans une exposition donc présentait une projection portant sur les opportunités d'investissement ainsi qu'un large éventail d'informations que présente les architectures économiques portuaires, mais aussi les zones franches, et cela devant un parterre de potentiels hommes d'affaires japonais intéressés par la géostratégie de Djibouti, véritable porte d'entrée vers le continent, mais aussi le rôle donc moteur que joue Djibouti dans l'intégration économique régionale. Après la présentation, le président a pris donc part à une série de questions-réponses qui voulaient ensemble donc interaction donc pertinente pour des discussions d'affaires qui ont porté leurs fruits. Et le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Boubacar Omar Hadi, est revenu pour nous donc sur cette foire de la TICAD, mais aussi sur les opportunités d'investissement japonais devant le stand de Djibouti. Nous l'écoutons. Une grande opportunité pour le pays de présenter ce que nous avons au reste du monde et surtout au Japon. C'est ça l'objectif de notre participation avec une grande délégation conduite par son Excellence le Président de la République. Donc nous sommes très heureux d'être ici. Djibouti, nous avons le plus grand port du continent en termes de capacité. Et Djibouti est situé à l'entrée sud de la mer Rouge, sur le détroit de Bab el-Mandeb, sur la route du canal de Suez. Et c'est là où le plus grand bateau au monde emprunte, et surtout les navires japonais, avec toutes leurs exportations, importations. Nous avons plusieurs compagnies qui sont installées et nous attendons encore un certain nombre, et surtout dans les télécommunications, dans l'énergie
dans le secteur industriel et manufacturier. Et ce communiqué qui nous parvient donc du ministère de l'Intérieur qui communique que la journée du dimanche 1er septembre sera jour donc férié, chômé et payé. Et profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix au peuple djiboutien ainsi qu'à la communauté étrangère résidente en République de Djibouti à l'occasion du Nouvel An musulman 1441. Toujours en nouvelle nationale, dans le cadre des préparatifs du 3e Forum mondial pour une éducation équilibrée et inclusive qui aura lieu à Djibouti du 27 au 29 janvier 2020, une forte délégation conduite par le président de Education Relief Foundation, Cheikh Mansour bin Moussallam, vient d'effectuer donc leur déplacement à Djibouti pour un séjour de 2 jours de travail, savoir donc le 28 et 29 août. Aussi, ce prochain sommet donc mondial de l'éducation équilibrée et inclusive verra la participation des chefs d'État et des ministres, notamment des ministres de l'Éducation. Notre pays sera co-organisateur de ce grand événement en partenariat avec la fondation ERF qui prône aux 4 coins du monde la nécessité de repenser l'enseignement à partir des perspectives des pays du Sud de façon à ce qu'il réponde au mieux aux besoins de l'apprenant, aux aspirations des sociétés et aux défis de notre époque. Dans cette perspective, le 3e Forum mondial sera conclu par la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive, la Déclaration de Djibouti et la création de l'Organisation pour la coopération éducative. Ceci étant, la présente visite de la délégation de l'ERF avait pour but de faire donc le point avec la partie djiboutienne sur l'état d'avancement des travaux préparatoires de ce 3e Forum mondial. Et dans le cadre de l'institution de l'uniforme scolaire dans les établissements scolaires publics, une réunion de travail avec les différents fournisseurs des uniformes scolaires s'est tenue dans le bureau du directeur général de l'enseignement hier. Le DGE, M. Abdoulaye Delil, donc, a tenu à remercier les fournisseurs pour l'offre qu'ils ont bien voulu soumettre au MENFOP et pour leur engagement indéfectible dans le délai d'arrivée des uniformes. Les fournisseurs ont annoncé l'arrivée et la disponibilité donc des tenues pour le primaire et ceux des collèges. Et dans leurs différentes interventions, les fournisseurs ont précisé qu'ils s'engageaient donc à contribuer à l'attractivité, au rayonnement et à la valorisation des uniformes scolaires à travers l'utilisation du logo du MENFOP. Enfin, ils ont annoncé aux parents que les uniformes seront en vente dans plusieurs points de vente dans la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur. Nous les écoutons. Je m'appelle Otsama Hassan Madar, je représente la société Bandar Jukom. J'annonce au public que les tenues scolaires sont arrivées et qui sont disponibles. Nos différents points de vente sont les suivants: la commune de Bolahaus, la commune de Razdeka, la commune de Balbala et dans tous les chefs-lieux de la République. Nous avons participé à un appel d'offres. On était 4 à être retenus. Je suis chargé de vendre les tenues du moyen et une partie du primaire. Et les autres, ils ont eu les tenues du primaire. Je termine mes propos par le remerciement du ministre de l'Éducation nationale et du président de la République. Une cérémonie de signature de mémorandum d'entente tripartite pour les périmètres agropastoraux de démonstration s'est tenue à Demerjoug, organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Il avait pour objectif de mettre en place 10 périmètres agropastoraux de démonstration à raison de 2 périmètres par région. Les objectifs de la présente mission sont donc d'expliquer aux agro-éleveurs propriétaires des périmètres agropastoraux de démonstration le contenu du mémorandum d'entente tripartite entre le ministère de l'Agriculture, la FAO et le PAD avec la participation des autorités locales. Ce séminaire a été présidé par le sous-préfet d'Amerjoug, Abdi Shakib Nour, du coordinateur du projet FAO, Dr Fallou Gueye, et du directeur de l'Agriculture et des Forêts, Mourtar Mahmoud, ainsi que des agro-éleveurs de la région d'Amerjoug. Sont destinés pour être des lieux de formation, de mise en œuvre des techniques et des techniques agricoles afin d'avoir une productivité maximale sous notre environnement, sous le climat djiboutien et notre savoir-faire aussi. Intervention du coordinateur des projets FAO à Djibouti, Dr Fallou Ngueye. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des activités du projet REPROVA,
qui signifie renforcement de la productivité des productions végétales et animales à Djibouti. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui est mis en œuvre par la FAO et le ministère de l'Agriculture. Et ce projet vise à améliorer la productivité des productions végétales et animales, comme son intitulé l'indique. Donc, c'est-à-dire que pour unité de production donnée, l'agroéleveur est en mesure de produire beaucoup plus et de manière durable. Le principe des périmètres agropastoraux de démonstration, c'est un outil très important qui est une partie intégrante du projet REPROVA. Les périmètres agropastoraux de démonstration ont été sélectionnés 2 par région, donc on a 2 fois 5, 10 dans tout le pays. Dans le but de promouvoir les activités des centres de développement communautaire, la direction des CDC a organisé cette semaine une journée porte ouverte sur l'esplanade des différents CDC de la capitale. Organisée sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, cet événement a été l'occasion pour les jeunes qui ont une nouvelle fois répondu massivement à l'appel de découvrir dans un esprit fraternel et convivial des multiples activités sportives comme le ping-pong, le jeu d'échecs ou d'autres jeux de société. Cette journée porte ouverte a également été l'occasion pour les responsables des CDC de détecter des jeunes talents et d'inscrire des nouveaux adhérents. À la fin de cette belle journée qui s'est soldée par un grand succès, les enfants ont exprimé leur joie d'être très agréablement accueillis et assistés par les directeurs, les animateurs et de nombreux bénévoles. Sport à présent, la 9e journée des Jeux africains de Rabat a été chargée et décisive pour Djibouti car l'ensemble de ces athlètes étaient engagés dans des épreuves qualificatives pour les finales. En 1500 mètres hommes, la vedette djiboutienne Ayane Suleiman et l'expérimenté Hiss Bachir se sont qualifiés pour la finale. Les podiums de cette finale de 1500 mètres se sont joués naturellement entre les pays de la Corne de l'Afrique et précisément entre Djibouti, l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée et le Kenya. Et quant aux filles, la jeune Kadra Dembil s'est qualifiée pour les 1500 mètres dames en rejoignant la flèche montante de l'athlétisme djiboutien, Zohra Ali, qualifiée elle aussi pour les 800 mètres dames. Et enfin, le triple champion du semi-marathon de Djibouti, édition 2012, 2013 et 2014, l'infatigable Momingele, a couru le semi-marathon de ses 12e Jeux africains de Rabat. Et après une longue blessure, notre coureur de fond est au meilleur de sa forme après une préparation dans les montagnes de Sululta. Et suite à la qualification des athlètes djiboutiens pour les finales, le directeur des sports et chef de la délégation et la vice-présidente du comité national olympique de l'ACNOA se sont déplacés officiellement au village des Jeux pour féliciter les athlètes djiboutiens pour leurs prestations et les encourager pour la suite. Santé à présent, l'équipe mobile du centre médico-hospitalier d'Obok s'est déplacée dans la journée du 28 août dans plusieurs localités reculées de la région d'Obok pour prodiguer notamment des soins à la population. Avec à son bord et comme chef de mission le docteur Ibrahim Dimbio, médecin-chef de la région sanitaire, l'équipe a débuté tôt donc par la localité de Guéheré. Par la suite, ils ont visité la localité de Khorangar, Hamar, Moulhoulé, jusqu'à la frontière du pays, au fin fond de la localité de Bissidro, où l'armée donc les a escortés pour des raisons de sécurité. Les soins prodigués étaient concentrés notamment sur la consultation des adultes, des enfants et des femmes enceintes qui ont bénéficié des médicaments et des conseils de la part du médecin-chef Dr Dimbio. Il faut noter également la présence des infirmiers diplômés d'État et d'un nutritionniste dans l'équipe qui ont procédé respectivement à la vaccination et au dépistage de la malnutrition chez les enfants. Et dans le cas de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, la brigade de douane de PK51, en étroite collaboration avec la brigade de la gendarmerie de PK51, a intercepté un bus en provenance d'Ali Sabier transportant d'importantes quantités de khat de contrebande. Ont été saisis dans cette affaire une marchandise donc de khat que les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la capitale. Également, la brigade des douanes de PK51 a mis la main sur une marchandise de contrebande également, mais cette fois-ci de cigarettes de marque Benson, des médicaments pharmaceutiques, des produits cosmétiques pour femmes. Et comme le veut la procédure qui est en vigueur dans ce genre de situation, la marchandise de contrebande saisie a été détruite par le feu en présence des douaniers et des gendarmes.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Entré dans la clandestinité depuis un an, Ivan Marquez, ancien numéro 2 du groupe armé colombien les FARC, a annoncé hier dans une vidéo qu'il reprenait les armes aux côtés d'autres chefs rebelles. Ces derniers dénoncent l'accord de paix en Colombie. En réaction, le président Ivan Duque, qui a tenté de modifier l'accord de paix selon lui trop laxiste envers les anciens guérilleros, a annoncé une offensive. J'ai ordonné la création d'une unité spéciale afin de poursuivre ces criminels avec des capacités renforcées de renseignement, d'enquête et de mobilité sur tout le territoire colombien, a-t-il déclaré depuis le palais présidentiel. Ivan avait été le chef de la délégation des FARC aux négociations de paix menées à Cuba de septembre 2012 à l'été 2016 avec le gouvernement du président Juan Manuel Santos. Après la signature de l'accord de paix, les FARC s'étaient transformés en parti politique, des centaines de rebelles se plaçant toutefois progressivement en marge du processus visant à mettre fin à un demi-siècle de conflit armé. Mercredi, une ONG experte du conflit armé avait alerté sur une nouvelle guérilla probablement en cours de création. Une guérilla comptant des milliers d'ex-combattants des FARC et dirigée par 2 chefs rebelles qui s'étaient mis en marge de l'accord de paix de Colombie. Et enfin, incendie en Afrique centrale, plus de 10 000 feux recensés en 48 heures au Congo et en Angola. Une carte de la NASA montrant de nombreux incendies en Afrique centrale inquiète. Mais si ces feux sont ordinaires à cette époque et dus à l'agriculture locale, la déforestation reste massive dans la région, abondamment relayée depuis que les incendies font rage en Amazonie. Une carte satellitaire de la NASA montre en rouge incandescent la zone de départ de feu de l'Atlantique à l'océan Indien au niveau du Gabon et de l'Angola. Le sud de l'Afrique brûlerait-il encore plus intensément que l'Amazonie? Communément comparé au deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, la forêt du bassin du Congo couvre une superficie d'environ 2 millions de kilomètres carrés sur plusieurs pays et comme l'Amazonie absorbe des tonnes de CO2. Elle sert aussi de sanctuaire à des espèces en voie de disparition. Cependant, les feux observés en Afrique sur les cartes de la NASA ne sont pas dans cette zone de forêt, mais plutôt en Angola, en Zambie. Relève Guillaume Lescuyer, spécialiste de l'Afrique centrale pour le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.